Commencer avec le Raw du 14 octobre 2024. Écoute, j'en ai pas parlé lors du dernier épisode, mais c'est la deuxième semaine qu'on faisait les épisodes de 2 heures. Et j'ai trouvé que ça se ressentait quand même. Ça se ressentait. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le C'est sens, comme... c'est positif, c'est négatif? un petit peu plus négatif, dans le sens où on sent qu'on est pressé. On est moins pressé cependant que la All Elite Wrestling. C'est comme différent, là, mais on s'entend, il faut que tu essaies de construire des histoires, des storylines dans 1 heure de moins. Et je trouve que là ça s'est placé, là, mais les 2 premières semaines, tu sentais que c'était un peu plus rapide, puis on avait des matchs très courts ou moins bien ficelés pour tenter de mettre des trucs backstage. On tentait de rentrer le même nombre de contenus, mais au lieu de le rentrer en 3 heures, le rentrer en 2 heures. Fait que tu sentais que c'était rushé un petit peu. Mais souvent, on faisait passer une promo backstage pendant que quelqu'un faisait une entrée ou pendant que quelqu'un sort, quelqu'un d'autre fait son entrée. On essayait de tout mettre en même temps pour, justement, comme tu dis, avoir le même contenu. Puis All Elite Wrestling, ils font ça, ils essaient d'avoir le plus de matchs possible dans 2 heures, mais c'est pas tout le temps efficace. Donc, je pense pas qu'il faut mettre trop de contenu, mais plutôt se concentrer sur le contenu qui est important, qui est bon pour cet épisode-là. Exact. Puis je pense quand même que la WWE, comme même, en tout cas, là, on est dans le futur, là, on est rendu 3 semaines après cet épisode, 2 semaines après cet épisode-là. Ça s'est quand même mieux fait le dernier. Ouais. Et je pense que ça va toujours aller en s'améliorer parce que c'est comme si là on passait de 3 à 2, fait que là on avait comme un entonnoir d'histoire. On est comme, voici toute l'histoire qu'on racontait, puis là on a un petit peu moins de temps pour raconter tout ça, fait qu'on le fait plus rapidement. Fait qu'il y a quand même eu des bonnes choses, mais c'est amené très rapide. Tu sais, les matchs, là, il y a beaucoup de matchs très courts à l'intérieur de ce show-là. Qui mériterait peut-être un 5 minutes de plus facilement. Il y a quand même eu des bons matchs. Fait que tout d'abord, le premier match que je vous conseille, celui de Jade et Belair qui contre Damage Control pour les ceintures. Et encore une fois, là, si vous voulez réécouter ce match-là, la chimie entre Io Sky et Bianca Belair est tellement bonne. Là. Comme, j'ai hâte qu'on sorte tout le monde des équipes et qu'on ramène des matchs solo entre les deux. Parce que à chaque fois qu'ils sont dans le ring, dans un match par équipe, je trouve qu'ils volent le show des deux autres. Là. Puis c'est pas que Kairi Sane puis... Kairi Sane, clairement pas, mais Jade, je pense qu'elle a encore un peu de croûte à manger, mais tabarouette, Kyo puis Belair, ça fonctionne bien. C'est une powerhouse avec une fille qui saute, qui est très acrobatique, très high flyer. Les commentateurs, ils vont de quelques commentaires un peu bizarres. Là, ils font notamment que Belair est deep dans Io quand elle fait son spear. C'est un peu une petite tournure de phrase weird qui disait des petites... Bizarre contexte. C'est ça. Puis je pense que c'était comme voulu, là, le petit jeu de mots un peu sexu, là, mais bon, bref, des petites affaires bizarres. J'ai également aimé un bon move en équipe que la première fois que je voyais Damage Control faire. Il y a Io qui pitch un peu avec une courte échelle. On prend le pied de l'autre, on la lance dans les airs. Prend Kairi, la lance dans les airs pour qu'elle fasse son elbow drop, mais au milieu du ring. Fait que je trouvais que c'était une belle manière de changer un peu ce mouvement-là, que souvent à part de la troisième, la partait genre en élan sur le ring. Ça faisait donner un élan par Io vers les airs, puis tomber en elbow drop. Super bien fait. C'était super original, c'était super beau. Mais, évidemment, le match n'est pas très long et il y a une victoire prévisible des gentils. On avait également là, ringside là, des personnes de NXT là, qui vont venir éventuellement affronter les championnes. Fait qu'on construisait également ça dans ce match-là. Fait que un espèce de match, c'est ça, qui aurait mérité plus de temps, mais que le in-ring était très solide. Fait que les championnes qui gardent leur ceinture sans trop de surprise. Ensuite, on a eu une espèce de vidéo package bizarre, mais bon. En tout cas, ça c'était tellement... Parce qu'on disait, puis les images qu'on nous montrait de Dragon Lee, je les aimais, mais le côté contenu qu'on faisait entre ces images-là, j'étais comme, mais voyons, comme y a-t-il quelqu'un qui travaille pour Mortal Kombat X, genre, dans le show, qui a décidé de faire pousser des ailes de dragon à Dragon Lee, parce que c'est ça son nom. Écoute, c'était vraiment weird, il y avait comme du mauvais montage un peu. Il rentrait dans un portail. Ça avait vraiment l'air de comme Mortal Kombat, là, l'effet qu'il voulait faire. Fait que j'aimais ça qu'on essaie de rendre crédible Dragon Lee dans les matchs. Puis ce qu'il disait, je trouvais que c'était bon. Mais je trouvais qu'on perdait tout ça avec le visuel de dragon qu'on tentait de nous faire, de nous mettre dans la gorge. Fait que c'était comme un win pour un lose. Mais comme ça m'a fait réagir, je vous le mets ici. Fait que ça voulait attendre, c'est 1 minute, là. Et voir le vidéo package de Dragon Lee en dragon.
Un peu bizarre, mais bon, au moins on décide de se forcer. Ensuite, on a eu un segment backstage entre Rhea et Damien Priest. Puis ça, tu sais, qu'on parle de le genre de truc qu'on focus sur nos storylines principales, c'en est une. Et au lieu de faire ça dans le ring, de mettre une intervention, tout ça, on a décidé de faire juste un court segment backstage. J'ai quand même apprécié parce que je trouvais que c'était efficace, c'était bien fait. Et ça permettait de continuer la ligne directrice de Damien Priest de manière logique. Fait qu'au lieu que, un peu comme à la All Elite, on ferait juste oublier que Damien Priest était un peu en rivalité avec le reste de Liv Morgan, tout ça. On a une discussion entre Rhea et Priest, puis Rhea lui dit « Hey, tu peux retourner courir après la ceinture. T'as fait ta job lors du dernier pay-per-view. Moi, je vais continuer mon travail avec Liv, puis inquiète-toi pas pour moi. » Fait qu'il y a comme une mini-séparation des Terror Twins qui se passe backstage, mais qui justifie que Priest s'en va vers Gunther dans les prochaines semaines. Fait que j'aimais ça. Fait que, tu sais, on éloigne Priest de Judgment Day, puis c'était comme le segment qui permettait de le faire. Ensuite, un autre bon segment qu'on a eu backstage, c'est celui entre Jimmy et Jey Uso. Probablement que c'est un des trucs que tu suis le plus présentement. L'histoire du Bloodline. L'histoire du Bloodline en général, ouais. Oui, tout à fait, l'histoire du Bloodline en général. Puis j'entendais beaucoup de monde dire que ben là, vu que Jey Uso a gagné la ceinture intercontinentale, ils ne le remettront pas dans l'histoire du Bloodline. Moi, j'étais comme attendez, là. T'avais un bon. Éventuellement, c'est une étape. C'est une étape vers éventuellement retourner dans l'histoire du Bloodline parce que Jimmy Uso teasait un peu là, en disant à Roman on a besoin d'aide, on est juste nous deux contre le Bloodline. Donc là, juste voir Jimmy apparaître de nulle part. Il cherchait dans les portes. Là. Comme dans Wish Charlie ou dans Scooby-Doo. Là, il ouvrait toutes les portes. C'est-tu là qui est Jey? C'est-tu là qui est Jey? Finalement, il rouvre une porte. Jey, il est dans celle-là. Il sort. Petit face-à-face. La tension entre les deux. Moi, j'aime ça parce que, contrairement, mettons, à quelque chose qui pourrait être semblable de l'autre côté entre MJF et Adam Cole, là, on n'oublie pas le passé, on n'oublie pas les trucs. On reste que... la dernière fois que ces deux-là étaient mis face à face, ils se pognaient contre à WrestleMania, ils saillissaient, ils avaient pris deux chemins différents. Puis c'est normal que ça ne peut pas se faire en un épisode, le switch de Jey. Fait qu'il l'amène tranquillement pas vite, avec des segments backstage comme ça. Je trouve que c'est du bon storytelling, c'est bien amené. Puis, Jey, il répond à ce... Il dit non, je reviendrai pas, man, dans le Bloodline. Ou genre, c'est terminé, là, gars, je suis rendu champion, puis je suis pas avec vous autres. Fait que le misdirection que plusieurs ont pris, le bait que plusieurs ont pris, mais que t'as pas pris toi, je trouve qu'il était bien fait, puis qu'il était justifié, puis qu'il était logique. Puis je trouve que c'est ça qui différencie, selon moi, les deux produits présentement. C'est que d'un côté, on accorde beaucoup d'importance à la logique des histoires, plutôt que de l'autre côté, on accorde beaucoup d'importance au match en tant que tel. Fait que ça, c'était un bon exemple de ça. Puis c'est pas très long, là, ça a duré 1 minute. Là. Un petit segment où Jimmy il cherche backstage Jey pour y parler. Fait que, tu sais, juste ça permet de mettre sur la table les choses. Puis ça fait pas que ça sort de nulle part que Jey va revenir peut-être éventuellement. Ensuite, on a la Wyatt qui ont un peu mis... écoute, je sais pas si c'est une blessure parce que clairement, les indices nous laissaient croire que ça en allait vers Strowman. Peut-être une petite blessure de Strowman parce que là, à ce là on a décidé de mettre notre focus sur Miz ainsi que le testament final. Parce que lors du segment entre Miz et R-Truth, où il y a un peu le turn de Miz, où il va décider d'attaquer après le match R-Truth, pendant que sous le regard d'approbation de M. Cross, qui est content que Miz fasse ça, on a le petit signe de la Wyatt qui apparaît à l'écran. Fait que un petit indice de ce qui va se passer la semaine suivante. Fait que un petit tease également. Mais tu vois, c'est encore une fois une manière très rapide de continuer l'histoire et non pas de faire un long segment. Comme normalement la Wyatt aurait fait, peut-être qu'il serait arrivé, il y aurait eu peut-être un petit brawl avec toute l'équipe. Fait que là, on l'a fait très court, juste un petit... Là, je me demandais, il y a eu des codes QR, hein? Il y a eu des codes QR, effectivement, où on parlait de ça. Je ne les analyse pas. Non, c'est ça. Je vais les voir tout le temps par curiosité, mais c'est trop long à analyser les différents trucs. Fait qu'il y a encore des points cardinaux, des endroits qu'il faut aller. Mais là, clairement, on se dirige vers Miz.
et le Final Testament présentement. Là, on ne tease plus un nouveau membre. Écoute, non, il n'y a plus vraiment. D'après moi, ça tournait autour de Strowman, puis là, il y a peut-être une blessure. Fait qu'on va mettre ça sur la glace. Fait que là, on est plus que. On tease un petit peu plus. Puis il y a également Karrion Kross sur ses réseaux sociaux qui joue bien le jeu, là, parce que lui aussi met un peu des messages cryptiques à la Wyatt. Fait que les deux se répondent en messages cryptiques sur leur Twitter respectif. Fait que on joue avec ça. C'est le premier qui fait ça d'ailleurs. Ben, il y a un peu Adam Pearce le fait aussi, là, mais qui utilise un peu ce côté hors caméra là, pour construire l'histoire comme la Wyatt le fait depuis quelques mois. Fait que Karrion Kross, évidemment, il y en a un petit peu plus qu'avant, mais il n'y a pas beaucoup de temps à l'écran. Fait que ça permet d'utiliser cette nouvelle plateforme-là ou ce nouveau spotlight-là que la Wyatt lui donne pour développer son personnage. Fait que c'est ça. Fait qu'un bon petit turn efficace, même si le turn était déjà un peu annoncé d'avance, mais l'espèce de naïveté de Truth fait que le segment fonctionne. Puis Miz a toujours été, selon moi, plus efficace en méchant qu'en gentil. Oui, 100%. Mais tu sais, il est rendu à une étape de sa carrière où il va prendre le spot qu'on lui donne. Fait que si c'est du côté des gentils, ça va être gentil. Puis si c'est du côté des méchants, c'est méchant. Mais je pense que ça y va mieux, le côté méchant. Et finalement, le dernier match qui a été un peu construit tout le long, c'est un peu le squelette de ce Raw-là. C'était Tiffany contre Tiffany ainsi que Rhea Ripley qui sont mis en équipe parce qu'il y a eu un segment d'intro où on se parlait, tout ça. Et là, Liv et Raquel sont venus intervenir. Ils ont pété la gueule les deux. Fait que là, classique, les deux vous êtes fait battre. Fait que, let's go, on vous met en équipe contre les méchantes. Quand même Écoute, on s'entend, Rhea est clairement gentille. Tiffany est winner en ce moment. Mais j'ai aimé ça qu'on la mette avec Rhea parce que clairement, ça nous fait une manière de la rendre très babyface. Et je trouve que le moveset de Tiffany est très bon comme babyface. Elle a comme quand même son mouvement de cheer, son moonsault. Elle a quand même beaucoup de mouvements qui sont très, très genre, OK, quelqu'un qui revient dans le match, puis qui reprend du momentum, puis du hot tag, tout ça. Fait que j'aime comment qu'on construit tranquillement, pas vite, Tiffany. Je continue à dire que Tiffany, encore, faut qu'elle trouve sa zone grise, là, mettons. Là. Elle est soit trop gentille ou trop méchante, clairement. Elle n'est pas encore capable de bien chevaucher, être tweener, un bon tweener. Une bonne tweeneuse. Le match en tant que tel, super bon. On a entre autres Raquel qui pogne Liv Morgan, qui a pitch en powerbomb vers l'extérieur sur les deux autres filles. Ou non, je pense que c'est Rhea qui pitch les deux, mais les deux autres l'attrapent. En tout cas, c'est super impressionnant. Faire un peu powerbomb dans Liv. Un beau hot tag pendant qu'il a été raté de Rhea par Tiffany. Tiffany, je sais pas trop, là, c'est comme lancé trop proche, mais fallait pas que Rhea la touche. Fait que là, c'est comme juste pitcher un peu. Ça l'avait fait ça. Ça l'avait fait ça, là, Rhea, elle aurait pu la taguer, mais à la place, la distance a été un peu mal calculée du côté de Tiffany. Fait qu'il y a encore un petit peu de travail à peaufiner du côté de Tiffany dans son IQ in-ring. Mm-hmm. Pas de la lutte exceptionnelle, mais il y a eu beaucoup... il y a eu quand même beaucoup d'impro entre les spots. Fait qu'on sentait là, un peu le côté... je sais pas, on dirait que c'était un des matchs que je trouvais qui manquait de peaufinement au niveau du house show. Là. Parce qu'on s'entend, ils sont dans deux shows séparés normalement. Fait que sûrement qu'ils n'étaient pas mises beaucoup ensemble. Fait que les bouts où Tiffany avait de l'offensive avec les autres, on dirait que c'était tout le temps un petit peu... c'est ça. C'était pas le truc le plus fluide au monde. On n'avait pas eu beaucoup de temps de pratiquer. Cependant, au niveau du storytelling, c'était bien. Fait que on a eu un beau souplex. Pas un souplex, un beau chokeslam de la part de Rhea sur Liv Morgan. Mais Nia Jax est venue intervenir à l'intérieur du match. Et ça, c'est une histoire que j'aime bien parce que c'est deux méchantes qui s'affrontent, qui vont s'affronter à Crown Jewel, Liv Morgan et Nia Jax. Et on continue de construire ça, malgré que c'est une construction qu'on voit pas souvent, deux méchantes qui s'affrontent. On va plus, même si on le voit moins, on va plus voir deux gentils qui vont s'affronter. Mais deux méchantes, c'est quand même rare. Fait que elle arrive, pète la gueule à tout le monde, pète la gueule à Rhea, pète la gueule à Liv. Et là, lorsqu'elle pète la gueule à Liv, elle regarde Tiffany, puis elle est comme, let's go, ma chum! Va cacher! Ah ouais, c'est ton moment! Et que là, elle réalise, Tiffany va changer sa valise, mais là, par le temps qu'elle a changé sa valise, Dominique Mysterio vient la sauver.
un beau call du côté des commentateurs qui étaient comme Roméo, il vient sauver sa Juliette, puis là il vient sauver, puis il repart avec Liv Morgan. Et ça se termine, ce Raw-là, là-dessus, avec genre Tyranny qui est comme c'est ça, je vais venir te cacher sur toi, avec Naya qui est venue faire le truc. Fait que, écoute, j'ai aimé cette fin-là, et même si le Raw est très, je sais pas, il est très crunché un peu, ça a quand même, au niveau des histoires, été bien. Au niveau du in-ring, on en a peut-être un petit peu perdu. Puis je pense que c'est un peu le sentiment des dernières semaines là, que j'ai, la WWE, au niveau du in-ring, c'est moins là. Fait que si vous voulez des bonnes histoires, écoutez la WWE. Mais si vous voulez de la bonne lutte, on va du côté de Dynamite.